Bonjour, François Lécuyer-Gemeline, je suis ostéopathe animalier, biomécaniste. Je suis aussi chargé de responsabilité chez Biopraxia, première école d'ostéopathie animale de France, avec deux sites, un à Rennes et un à Cluny. Je suis enseignant, j'ai fait pas mal de choses dans ce métier. Je suis toujours praticien et je suis aussi pas mal engagé dans l'évolution politique entre guillemets et réglementaire du métier d'ostéopathe animalier. Donc la réglementation qui régit l'ostéopathie animale est une réglementation qui est apparue en 2011. Le premier cadre législatif a été posé en 2011. Et la réglementation, proprement dit, sur l'activité professionnelle d'ostéopathe animalier a été posée en 2017 par le ministère de l'Agriculture, le gouvernement, qui ont considéré en fait l'activité professionnelle d'ostéopathe animalier, non pas comme une profession reconnue, comme c'est quelquefois dit, mais comme une capacité pour des personnes à réaliser des actes ostéopathiques considérés désormais comme des actes vétérinaires. Alors c'est un peu particulier au code rural, ça n'a pas grand-chose à voir avec le ministère de la Santé qui a l'ostéopathie pour les humains a une reconnaissance à proprement parler. Dans le code rural, en fait, il y a une tradition qui fait que les vétérinaires possèdent a priori toutes les compétences, c'est ce qu'on appelle le monopole dans les actes de santé aux animaux, et qui ont la possibilité de donner des dérogations, des actes qu'on appelle des actes dérogatoires. Par exemple, le maréchal Ferrand a la capacité de soigner le pied du cheval, l'inséminateur également a une petite partie de la compétence vétérinaire qui lui est dédiée pour réaliser ces actes. Et il en est de même pour les ostéopathes animaliers qui vont donc pouvoir réaliser des traitements et qui ont pour objet de traiter les troubles fonctionnels du corps des animaux, c'est-à-dire en fait des actions uniquement manuelles, sans appareil physique, sans médication bien évidemment, et en fait ils vont devoir pour pouvoir réaliser ces actes en toute transparence et en toute légalité, passer des évaluations de compétences qui sont présidées par le Conseil de l'ordre des vétérinaires, et ces évaluations de compétences se déroulent dans les écoles vétérinaires. C'est une réglementation un peu spécifique qui ne reconnaît pas la profession, mais qui nous permet, en tant qu'ostéopathe animalier inscrit au RNA, c'est mon cas depuis 2018, on appelle ça le RNA, pardon, c'est le registre national d'aptitude, qui permet donc l'exercice des actes, et ça nous permet en fait de pouvoir en toute légalité exercer des actes, exercer notre profession, et être considérés comme des praticiens de santé animale à part entière. Donner une définition d'ostéopathie déjà en soi c'est pas simple, parce que l'ostéopathie est pratiquée dans le monde entier. Alors beaucoup plus effectivement aux États-Unis, en Angleterre et énormément en France, puisque la moitié des écoles d'ostéopathie au monde sont en France. Donc on a une singularité, une pratique de l'ostéopathie qui est très très répandue chez nous, que ce soit pour les humains et les animaux aussi, beaucoup plus que dans d'autres pays. Et en réalité, la définition qu'on pourrait donner, c'est la définition réglementaire aujourd'hui, c'est le traitement des troubles fonctionnels du corps des animaux. Ça veut dire qu'en fait, on peut traiter des affections qui en fait provoquent un désordre de fonctionnement dans le corps, mais qui n'est pas une maladie, ce qu'on appelle une pathologie ou une maladie, un trouble organique, qui là nécessite l'action d'un vétérinaire. Donc en fait, on traite des dysfonctions, c'est ce qu'on dit dans notre langage ostéopathique, qui correspondent à des désordres de régulation et de fonctionnement du corps. Par exemple, je vais prendre l'exemple un peu bateau, un peu cliché, c'est la vertèbre qui est dite déplacée, ce qui est absolument impossible au niveau physiologique, on ne peut pas déplacer une vertèbre, mais en tout cas, on voit qu'il y a une dérégulation de l'ordonnancement des pièces osseuses qui fait qu'elles sont plus exactement, et là je mets des grandes guillemets, à la place où elles devraient être pour être normales, encore avec des guillemets, mais qu'elles se sont un petit peu trouvées déviées, et c'est l'action manuelle de l'ostéopathe qui va lui permettre de revenir dans son rail physiologique et recouvrer un mouvement naturel qui
va donner du confort et du bien-être à l'animal, lui permettre de... Les animaux que nous sommes censés soigner sont des animaux domestiques, hein, c'est inscrit dans les textes. Donc les animaux de zoo, etc., normalement un ostéopathe animalier au RNA ne peut pas le faire, seul un vétérinaire peut exercer son art sur ce type d'animaux. Mais animaux domestiques, ça veut dire tous les animaux de compagnie, ça veut dire tous les animaux de rendement et de production, et tous les animaux de sport et de loisirs. Donc ça recouvre quand même beaucoup d'animaux, mais en particulier évidemment les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les moutons, les chèvres, mais aussi des lapins nains, mais aussi des oiseaux, mais aussi, enfin il y a pas mal d'animaux quand même qui rentrent dans ce cahier des charges. Et en fait, en réalité, la grande écrasante majorité des animaux, après avoir connu une quasi-exclusivité d'appel de la part du monde équin, parce qu'en fait l'ostéopathie animale a vraiment redémarré, je dirais, dans les années 90, on va dire plutôt ça, grâce en fait à certains ostéopathes qui se sont consacrés au cheval. Donc on a redémarré sur le cheval, puis le cheval était un peu l'animal emblématique, un peu noble, y compris des vétérinaires avant la guerre, avant que les moteurs à explosion ne remplacent le travail par les chevaux, etc., etc. Ça a toujours été historiquement l'animal noble. Donc l'ostéopathie animale a suivi ce chemin. Puis ensuite, dans les années 2000-2010, on a commencé à voir se développer une activité canine, féline, et puis un retour des rebouteux des campagnes, quelque part à travers l'activité sur les animaux d'élevage bovins, qui aujourd'hui connaît un vrai succès, avec des vrais résultats, sachant qu'effectivement, travailler sur des animaux d'élevage, ça peut avoir un bénéfice sur le fait qu'il n'y a pas de médication, donc il n'y a pas de problématique de production laitière qui serait un peu polluée par les médicaments, ou même, il faut bien en parler, de production de viande qui peuvent être altérées par des traitements. Donc voilà, il y a un certain type d'intérêt. Bon là, on est dans un bien-être un peu particulier, évidemment, mais c'est une réalité. On va faire une distinction entre le chien et le chat parce que même si ce sont des animaux de compagnie qui sont dans beaucoup de domiciles des Français, des Françaises et des Français, en fait on voit que le chat est toujours un peu considéré comme un animal à qui rien peut arriver. Hein. C'est un chat qui tombe d'un arbre, il retombe sur ses pattes. Donc on a l'impression que le chat il n'a pas beaucoup de problèmes. C'est assez faux en réalité. Parce que d'abord il y a des chats les chats se promènent beaucoup, donc il y a pas mal d'accidents, de chocs avec des voitures, etc., qui passent quelquefois un peu inaperçus. Et donc il peut y avoir des troubles. Les chats qui tombent, ils ne se reçoivent pas toujours très bien. Donc il y a des motifs de consultation. Alors c'est souvent des motifs locomoteurs, qu'on appelle locomoteurs, des boiteries ou des douleurs. Par exemple le chat ou le chien qui monte sur le canapé, alors comment bon voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais le chien qui monte sur le canapé, il montait bien, et puis aujourd'hui là il a du mal, ou il reste assis au pied du canapé, il faut le monter, enfin voilà. Ça c'est des signes qui sont vraiment importants. Mais chez le chat ça peut arriver aussi pareil. Après, évidemment, comme je l'ai dit, il n'y a pas que des problèmes locomoteurs, parce que dans les troubles fonctionnels, dans les dysfonctions, vous pouvez avoir des dysfonctions qui vont avoir des répercussions, par exemple, sur des problématiques de dérégulation de certaines fonctions. Ça peut être des problèmes digestifs, ça peut être des problèmes respiratoires, ça peut être des problèmes d'oreille interne, et qui ne se caractérisent pas forcément toujours avec des examens cliniques qui révèlent des troubles organiques, parce que là c'est du domaine de compétence des vétérinaires, mais par des troubles de la fonction. Ça, c'est vraiment notre domaine de compétence. Donc il y a beaucoup de bénéfices à faire voir son animal de compagnie, y compris à titre préventif. Par exemple, le cas classique qui m'arrive souvent au cabinet, c'est le jeune chien qui est dans un pavillon, un jeune chien type berger, chose comme ça, qui tourne toute la journée parce qu'il veut jouer, parce qu'il est tout jeune, il fait le foufou, il tourne sur lui-même, et qui arrive à se dérégler en fait les épaules. Bon voilà, ça c'est un trouble qui est classique de jeune chien. Donc accompagner son chien dans la croissance, son chat aussi, même si on voit un peu moins les chats, il faut quand même dire que le chat a quand même un peu plus de résistance, entre guillemets, les accompagner à titre préventif. Ça a été un vrai changement. Moi, quand j'ai commencé mon activité, on était appelé que pour ce qu'on appelle du curatif, c'est-à-dire pour des boiteries, des choses comme ça. Il y en avait beaucoup pour lesquelles on ne pouvait pas faire grand-chose. Alors que le préventif, qui est en train de se développer, ça permet en fait d'anticiper les problèmes et de voir l'animal, même si a priori il n'y a pas de signe clinique majeur ou de problème d'inconfort majeur, mais de les anticiper, parce que nous on développe une compétence qui nous permet d'aller voir des choses que en réalité peu de praticiens peuvent révéler ou déceler, parce que justement cette notion de désordre, quand le désordre démarre, il est tout petit, mais nous on sait le reconnaître. Et avant qu'il grandisse, si on arrive à casser cette logique, c'est du bénéfice pour tout le monde.
Je pense qu'aujourd'hui, alors on n'a pas de chiffres précis, hein, la profession n'a pas de chiffres vraiment précis, que ce soit sur le nombre de praticiens, du marché, etc. Tout ça est encore assez jeune, on est une profession très jeune, hein. Mais je pense pour ma part que la grande écrasante majorité des propriétaires d'animaux de compagnie ne connaissent même pas l'ostéopathie animale. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un avenir absolument important dans ce métier. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'ostéopathie canine, par exemple, aujourd'hui est beaucoup plus utilisée par des gens qui sont justement dans une activité avec leur chien, c'est-à-dire un sport, une activité, ça peut être aussi une activité professionnelle, une activité loisir, hein, de l'agility, du ring, ça peut être de la gestion de troupeaux avec des chiens, ça peut être de la randonnée, de la course avec les chiens, enfin peu importe, il y a plein de gens qui ont fait une activité de loisir avec leurs animaux, ou professionnels, parce qu'il y a des gens qui, c'est aussi les maîtres chiens. J'ai aussi un temps géré les chiens de la gendarmerie de la région Normandie, où en fait des chiens de piste, des chiens de recherche, etc. sont des animaux qui sont très très fortement sollicités physiquement. Et donc le fait de traiter un chien par l'ostéopathie lui permet d'être plus efficace, et quelquefois ça peut, peut-être que je rêve un peu quand je dis ça, mais ça m'a été dit par un maître chien gendarme, vous savez, si mon chien il est mieux, ça peut sauver une vie. Vous voyez, ça c'est des choses toutes bêtes, mais qui quand même en disent long, parce que je me souviens de ces gendarmes qui étaient sceptiques au départ quand ils sont venus me voir, et qui après étaient presque devenus accros des séances, parce qu'ils voyaient les résultats sur leurs chiens, et sur leur capacité à faire leur travail. Donc voilà, beaucoup de professionnels, beaucoup de gens qui ont une activité de loisir. Après, vous avez aussi des gens qui, dans leur parcours, ont entendu parler de l'ostéopathie, et qui sont face à des affections qui les préoccupent, qui effectivement peuvent être traités par l'ostéopathie, par exemple les problèmes de chiens qui ont des difficultés locomotrices en vieillissant, sans venir traiter sur le champ de compétences des vétérinaires, mais nous on a je dirais un arsenal de manœuvres, de manipulations qui se font très facilement et qui peuvent avoir des résultats tout à fait intéressants. Mais la grande majorité des gens, effectivement, n'ont pas encore la connaissance de ce métier. C'est pour ça qui amène vraiment son bénéfice dans la prévention. Curativement parlant, on peut agir, mais je dirais qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est dans la prévention et le bien-être. Sur le plan professionnel, tout le monde voit bien, par exemple, si on se réfère à ce qu'on a vu durant les Jeux Olympiques, tous les animaux qu'on a pu voir, et tous les magnifiques chevaux qu'on a pu voir dans les épreuves, sont tous évidemment suivis par des ostéopathes animaliers. Hein, que ce soit des ostéopathes animaliers ou des ostéopathes vétérinaires, hein, on comprend pourquoi la sémantique est un peu différente, c'est que l'animalier n'est pas vétérinaire. Et en fait, voilà, en termes de compétences, ça se vaut complètement, en tout cas sur le plan ostéopathique. Ces animaux-là sont suivis. Moi, j'ai eu moi-même la chance de suivre des chevaux de très haut niveau sur des compétitions du type des Jeux Olympiques, etc. C'est un travail tout à fait intéressant, exigeant, où on travaille en équipe, où les ostéopathes animaliers travaillent en équipe avec des maréchaux ferrants, des vétérinaires, des experts en fait, équitants, etc. Après, effectivement, même aujourd'hui dans le milieu amateur, que ce soit le CSO, le dressage ou toutes les activités sportives, il est très très courant de faire appel à un ostéopathe animalier. Les amateurs qui ont une activité de sport loisir avec leurs chevaux font appel souvent aux ostéopathes animaliers. Mais c'est encore souvent trop dans la démarche curative. Justement, là, il y a un gros boulot, alors que les professionnels ont compris depuis très longtemps qu'il vaut mieux faire venir le praticien en amont pour faire un suivi, ce qu'on appelle un suivi. Vous avez des tas d'animaux qui n'ont pas forcément besoin, qui n'ont pas forcément d'activité, parce qu'on a de plus en plus de chevaux de compagnie, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir deux séances, mais une séance régulièrement, de temps en temps, pour anticiper aussi la vieillesse, ça c'est très important. Ne pas penser que le cheval, parce qu'il est au champ et qu'il fait rien, ou votre petit poney qui mange de l'herbe, parce que c'est un poney Shetland, il a rien, non, ça c'est pas vrai. Il y a des choses qui peuvent être vues en amont, et ça ne sera que du bénéfice pour la suite et la vie de votre compagnon. C'est vrai que sur un plan strictement économique, les moyens de la filière équine n'ont pas forcément été extraordinairement développés. Et ce qui fait qu'en développement professionnel, le canin félin et le bovin, enfin les animaux d'élevage, paraît aujourd'hui tout à fait intéressant. Est-ce qu'il y a des opportunités à devenir demain ostéopathe animalier? Probablement oui. Après, tout dépend ce qu'on entend opportunité, c'est-à-dire en fait ça doit être un métier, c'est pas une activité
complémentaire à une autre activité, c'est pas une activité loisir, parce que c'est vrai que devenir ostéopathe, ça fait animalier, ça fait un peu envie, ça fait rêver, donc là il y a une part de... Et c'est bien d'avoir des rêves et des envies, mais après il y a la réalité de l'existence, la réalité du métier, du terrain, et donc effectivement c'est un métier exigeant qui demande 5 années d'études pour pouvoir se présenter aux évaluations vétérinaires, donc il ne faut pas se tromper d'école. Effectivement, nous, on a la chance d'avoir une école historiquement la première installée et puis qui a bénéficié des meilleures statistiques de réussite aux évaluations vétérinaires, qui permet à nos étudiants, puisqu'on a un suivi grâce au titre RNCP et France Compétences qui nous invite régulièrement à produire des chiffres de ce qu'on appelle l'employabilité de nos diplômés, c'est-à-dire est-ce qu'ils vivent ou ils ne vivent pas de leur métier, et on voit bien que nos étudiants diplômés, enfin qui ne sont plus étudiants, mais nos anciens diplômés, nos anciens étudiants qui deviennent diplômés vivent plutôt bien de leur métier, avec voire des gens qui en vivent très très bien. L'avenir, et c'est bien ce que j'ai proposé à Biopraxia dans les années 2010 quand j'en ai pris la direction, c'était d'ouvrir aux multi-espèces. C'est-à-dire c'est nous qui avons créé la première formation canine, c'est nous qui avons créé la première formation bovine, et que tous nos diplômés aujourd'hui sont formés aussi bien avec le même volume à peu près, même si le cheval reste toujours l'animal de référence pour des raisons historiques, mais aussi parce que c'est l'animal le plus simple au niveau de son système musculo-squelettique, et c'est aussi un animal qui est facile d'accès. En général, les chevaux sont dressés, ils se laissent manipuler, etc. Puis quand on regarde un cheval marcher, c'est assez gros pour pouvoir déceler visuellement des choses. Un chien plein de poils, c'est déjà moins simple, et une vache ne se laisse pas forcément manipuler de la même façon. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un marché pour des praticiens multi-espèces compétents, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il y a tellement eu de gens formés par des écoles qui n'étaient pas au niveau, il faut dire les choses, qu'aujourd'hui le marché a été inondé avec des gens qui n'ont pas la compétence. Et donc ça donne une image assez négative quelquefois. Quelqu'un qui est bien formé, qui s'installe, qui fait une bonne étude de chalandise, une bonne étude de marché, nous on demande à nos étudiants de le faire, qui s'adresse d'une façon cohérente à ses clients, qui aura des résultats puisque bien formé, qui continue à se former, qui continue à faire de la formation continue, etc. Il n'y a pas de raison qu'il ne vive pas de son métier, et encore pendant de nombreuses années. Mais il faut accepter voilà, de faire du chien, du chat, du bovin, et croyez-moi, pour des jeunes qui sont rentrés chez nous, et il y a eu énormément d'exemples de jeunes qui sont rentrés chez nous pour le cheval et par le cheval, et qui ont développé après une clientèle exclusivement bovine quasiment, parce que c'est un métier passionnant, un milieu passionnant, vous travaillez tous les jours à l'extérieur, dans la campagne, avec des professionnels de terrain, il y a vraiment un avenir pour ce métier. Et d'ailleurs, ça ne justifie en rien, mais s'il n'y avait pas d'avenir, il y a longtemps que quelques-uns d'entre nous aurions arrêté de nous battre pour cette profession.